Après la confirmation par la CEI que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, ce qui reste aux Ivoiriens, c'est de proposer un protocole d'accord. Comme Gallieni à Madagascar, c'est la France qui a envahi la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en droit, pour ceux qui ont déjà lu le livre de David Graeber, 5000 ans d'histoire, de revenir sur l'histoire de la dette et de comprendre que en fait, c'est la France qui doit aux Ivoiriens aujourd'hui pour avoir imposé Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et de ce point de vue-là, le processus de la dette se trouve inversé. Ce ne sont plus les Ivoiriens qui doivent, mais c'est la France qui doit. En fait, Thiam, comme il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire comme un opposant, il est rentré comme le successeur à Ouattara. C'est pourquoi je pense que l'exclusion de Thiam et les deux autres que les gens tentent de mettre à la hauteur de Laurent Gbagbo servent à distraire, pour moi, à mon humble avis, et la galerie. Parce que c'est Alassane Ouattara veut par ce geste-là, c'est-à-dire l'exclusion des trois autres, minorer l'importance de Laurent Gbagbo et donner à la presse internationale à parler non pas de Laurent Gbagbo, mais de Thiam, parce que quand on lit Machiavel, et que comme la force est du côté de l'opposition ivoirienne et des Ivoiriens majorité, proposer à Alassane Ouattara, désormais, mettre pression sur lui, parce que jusque-là, c'est lui qui fait les règles, qui fixe les règles du jeu. Il est temps de fixer les règles du jeu de ceux qui ont la force. Et pour cela, il faut lui demander de ne pas se présenter pour un quatrième mandat. Il quitte le pouvoir, donc il se met au service de la justice. Newpol, la chaîne qui bouleverse vos certitudes. Avec la confirmation de l'exclusion de Laurent Gbagbo de la liste électorale, que reste-t-il aux Ivoiriens? Et la réponse à cette question, la réponse la plus juste et la plus adéquate en pareille situation ou dans cette situation, dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, la réponse à cette question se trouve avec Machiavel. Pourquoi Machiavel? Parce que Alassane Ouattara fait du machiavélisme primaire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de conseiller les jeunes gens qui m'approchent ou celles et ceux que je forme, que quand vous voulez faire la politique, minimum il y a 11 livres assez importants à lire, et parmi ces 11 livres, j'ajoute Dostoïevski, Balzac et Stefan Zweig, mais il y a minimum 3 livres cardinaux qu'il faut lire. Le premier livre à lire qui est très important pour pouvoir comprendre la politique, et je rappelle qu'on ne lit pas parce que justement on a envie d'apprendre quelque chose de ces auteurs, on lit parce que ces auteurs-là nous donnent la clé pour pouvoir comprendre et décoder un univers qui se complexifie et de plus en plus complexe avec des jeux d'intérêt économiques très très forts. Donc c'est très important justement de lire ces auteurs-là qui nous donnent les clés pour comprendre. Et en l'occurrence, les 3 auteurs qu'il faut lire pour pouvoir, ce que j'appelle les 3 auteurs cardinaux, il y a bien d'autres auteurs cardinaux à lire pour pouvoir justement détenir les clés pour décoder un univers aussi complexe qu'est le nôtre. Et les 3 livres cardinaux que je recommande souvent aux jeunes gens, en plus de 11 livres, je dis, si vous n'avez pas les 11 livres, il y a 3 livres que vous pouvez avoir qui ne coûtent rien du tout. C'est premièrement Shakespeare. L'œuvre de Shakespeare, c'est une œuvre éminemment politique. Et très souvent, malheureusement, on voit dans Shakespeare un auteur qui parle de passion, puisqu'on voit Roméo et Juliette, on voit Othello, donc on ne pense pas que l'œuvre de Shakespeare est une œuvre éminemment politique. Or, s'il y a une chose qui fait de l'œuvre de Shakespeare une œuvre politique, c'est le crime. Le crime est omniprésent de l'œuvre de Shakespeare. Par exemple, quand Alassane Ouattara exclut Laurent Gbagbo de la liste électorale, c'est un crime qu'il faut analyser à l'aune de ce que Shakespeare entrevoit dans ses œuvres, et ça, c'est absolument extraordinaire. Shakespeare, pour moi, c'est un auteur que je recommande à tous les jeunes gens que je forme et que je recommande à tout le monde, parce que l'univers de Shakespeare, c'est un univers où le crime est présent. Et l'univers de la politique est un univers où le crime est présent. Et puis vous avez, après Shakespeare, il y a un auteur qui est très important, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu. L'art de la guerre de Sun Tzu, pour moi, nous offre les clés pour pouvoir décoder et pouvoir aussi savoir, en tant qu'homme politique, comment se comporter dans l'arène politique. Donc Sun Tzu est très important dans les éléments et les outils, les clés que nous pouvons avoir pour décoder cet univers de plus en plus complexe. Et nous avons Nicolas de Machiavel avec le prince. Après la confirmation par la CEI de l'exclusion donc de Laurent Gbagbo de la liste électorale, donc c'est quelque chose que nous savons, que Laurent Gbagbo lui-même savait, qu'il avait anticipé, que nous aussi, en tant qu'observateurs de la vie politique ivoirienne, nous avons anticipé et nous avons prôné, nous avons réfléchi à l'aune de ce que nous avons comme connaissance. Donc après la confirmation donc par la CEI de l'exclusion de Laurent Gbagbo de la liste électorale, que reste-t-il aux Ivoiriens? Et la réponse à cette question, à mon humble avis, se trouve avec Machiavel. Pourquoi Machiavel? Parce qu'Alassane Ouattara fait du machiavélisme primaire. Et donc, il faut combattre Alassane Ouattara avec les outils de Machiavel, parce que Machiavel offre aussi une solution alternative aux outils, aux moyens utilisés par Alassane Ouattara. Et donc ça, c'est pour moi la chose la plus importante. Alors, Machiavel, ce qui est très intéressant avec Machiavel, c'est que Machiavel nous permet ici de comprendre comment Alassane Ouattara agit. Donc, cela dit, c'est d'ailleurs cette analyse-là,
à l'aune de Machiavel, que j'avais soumis à l'activiste ivoirien Samba David, qui m'a accordé 2 interviews absolument extraordinaires. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Samba David, c'est cet activiste ivoirien qui a écumé tous les violons d'Abidjan et toutes les prisons de Côte d'Ivoire, en passant de la Maka à Abidjan jusqu'à Korogo, en faisant une petite escale de quelques heures à la prison de Bouaké. Donc c'est quelqu'un qui nous a, au cours de cette interview, relaté les conditions absolument sordides et de la justice ivoirienne et des moyens employés par la justice ivoirienne, qui sont des moyens d'État voyou et d'État totalitaire. Nous avons analysé ça ensemble avec le livre qu'il a écrit. Donc, et Samba David, il avait partagé mon analyse que j'avais faite à l'aune de Machiavel, que je vais essayer de vous proposer, et qui, pour moi, est la solution actuellement contre Alassane Ouattara pour les Ivoiriens. Alors, ça c'est pour moi très important. Mais avant d'entrer dans les détails de tout ça, il est important pour moi que je précise une chose. Quand j'ai commencé, j'ai dit, après l'exclusion de Laurent Gbagbo, je n'ai pas cité les autres que les autres tentent de citer. Par exemple, je n'ai pas cité Thiam. Parce que pour moi, quand Thiam entre en Côte d'Ivoire, il n'est pas rentré comme un opposant. Pour tous ceux qui suivent l'entrée de Thiam en Côte d'Ivoire, il n'est pas rentré comme un opposant, il est rentré comme ce que je pourrais appeler comme le successeur d'Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, si vous remarquez très bien, je crois qu'Alassane Ouattara et Thiam avaient fait une conférence de presse ensemble, parce que le minimum pour un homme qui veut faire de la politique, quand vous avez la double nationalité, par exemple, même si l'article 48 n'existait pas en Côte d'Ivoire, quand vous avez la double nationalité, que vous voulez faire la politique, et que vous voulez être le président d'un pays, vous devez vous débarrasser de votre nationalité étrangère. Et ça, c'est que Thiam ne fait pas. Ça prouve effectivement, ça réveille des soupçons que nous sommes en train d'analyser et que nous porterons très bientôt à la connaissance de nos téléspectateurs, celles et ceux qui nous suivent. Donc, en fait, Thiam, comme il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire comme un opposant, il est rentré comme le successeur à Ouattara. C'est pourquoi je pense que l'exclusion de Thiam et des 2 autres que les gens tentent de mettre à la hauteur de Laurent Gbagbo servent à distraire, pour moi, à mon humble avis, et à la galerie. Parce que Alassane Ouattara veut par ce geste-là, c'est-à-dire l'exclusion des 3 autres, minorer l'importance de Laurent Gbagbo et donner à la presse internationale à parler non pas de Laurent Gbagbo, mais de Thiam, parce que dans le fond, le pire ennemi d'Alassane Ouattara, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo l'a déjà battu en 2010, parce qu'on sait que les élections de 2010, Alassane Ouattara les a volées. Laurent Gbagbo l'a battu en 2010. Et il sait qu'un remake avec Laurent Gbagbo, c'est perdu d'avance. Donc il faut d'abord non seulement exclure Laurent Gbagbo, mais il faut exclure Laurent Gbagbo avec d'autres candidats pour que la presse, au lieu de parler exclusivement de Laurent Gbagbo, se mette à parler de Thiam par exemple, et c'est ce que la presse internationale est en train de faire pour faire passer Thiam pour être l'opposant principal et préparer Thiam à la succession d'Alassane Ouattara. Donc c'est vraiment le piège dans lequel les Ivoiriens ne doivent pas tomber, et moi je pense que sur ce point-là, je fais cette analyse à l'aune de, comme je vous l'ai dit, de Shakespeare, de l'art de la guerre de Sun Tzu et de Machiavel avec le prince. C'est très important ce que j'ai dit, et je pense que pas que je me trompe, et je pense même que Laurent Gbagbo doit arriver à cette analyse-là. Quand vous analysez très bien la situation ivoirienne de l'extérieur, sans être passionné bien évidemment, vous vous rendez compte que Alassane Ouattara, et c'est d'ailleurs grâce à Samba David que j'ai compris ça, Samba David, dans la réponse à l'analyse que moi j'avais faite, il avait dit que les Ivoiriens ne connaissaient pas Alassane Ouattara. Et il n'a pas tort, parce que d'ailleurs, nous, quand on a commencé à s'intéresser à la Côte d'Ivoire, puisque moi, je suis entré à la Côte d'Ivoire par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été ma porte d'entrée en Côte d'Ivoire, donc j'ai commencé par chercher à comprendre qui était Laurent Gbagbo, et ensuite j'ai cherché à connaître qui était Alassane Ouattara. Et Samba David, il a tout à fait raison de dire que les Ivoiriens ne connaissent pas Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que j'ai cherché des figures historiques, à l'aune de quoi je pourrais comparer Alassane Ouattara. Pour comparer ces figures historiques-là avec Alassane Ouattara, ou des figures contemporaines dont les manières, les méthodes ressemblent à celles d'Alassane Ouattara. Et je regarde, je me rends compte que la seule figure à laquelle je peux comparer Alassane Ouattara, c'est le général Gallieni à Madagascar. C'est-à-dire que Alassane Ouattara et Gallieni ont ceci en commun, que ce sont des envahisseurs. Alassane Ouattara est l'envahisseur de la Côte d'Ivoire par la France, c'est-à-dire que la France envahit la Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara, comme la France envahit Madagascar par le général Gallieni. Ce parallèle, je vous invite à le prendre en compte parce que ça va déterminer, à mon humble avis, le comportement que les Ivoiriens doivent avoir dans le futur. Pourquoi? Parce que quand le général Gallieni arrive à Madagascar, il trouve un gouvernement bien établi, dirigé par la reine Ranavalona III. Et qu'est-ce qu'il va faire le général Gallieni? C'est de défaire la reine, la reine malgache,
comme la France va défaire Laurent Gbagbo par Nicolas Sarkozy en bombardant la résidence du président Laurent Gbagbo, l'arrêter à la place d'Alassane Ouattara et de mentir après que ce sont les forces de Ouattara qui l'ont arrêté, alors que c'est faux. Et une fois que le général Gallieni défait et arrête la reine malgache, elle sera déportée à La Réunion. Laurent Gbagbo, une fois arrêté par la France, remis à Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo sera déporté à Korogo. Deuxième élément et méthode, c'est que lorsque la reine est déportée à La Réunion, elle est ensuite déportée en Algérie où elle va mourir toute seule, abandonnée. Alassane Ouattara, après avoir déporté Laurent Gbagbo à Korogo, va ensuite déporter Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Même méthode, ça ne change pas du tout. Alassane Ouattara, c'est la France qui envahit la Côte d'Ivoire. C'est très important ce que je suis en train de vous dire parce que ça va être, pour moi, c'est à l'aune de ça que les Ivoiriens doivent pouvoir analyser leur destin. Une fois que j'ai dit ça, une fois que Alassane Ouattara s'est établi, il va s'établir et il va fonctionner de la même façon que le général Gallieni à Madagascar. Une fois que le général Gallieni a déporté la reine malgache, dissout le gouvernement de la reine malgache, comme Alassane Ouattara a fait avec Laurent Gbagbo et le gouvernement de Laurent Gbagbo, le gouvernement légitimement élu de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que le général Gallieni va faire? Il va demander la construction des infrastructures. Et Alassane Ouattara va aussi se mettre à construire des infrastructures que les Ivoiriens n'avaient pas nécessairement besoin. Comme le général Gallieni va construire des infrastructures que les Malgaches n'avaient pas besoin. Au contraire, quand le général Gallieni demande la construction des infrastructures à Madagascar, c'est-à-dire les ponts, les routes, tout ce que vous voulez, c'était pour les besoins de l'administration coloniale. Et quand Alassane Ouattara construit des ponts, c'est pour les besoins de ceux qui l'ont mis à la tête pour pouvoir endetter suffisamment la Côte d'Ivoire. Et pour qu'ensuite les Ivoiriens eux-mêmes payent cette dette-là de ponts que Alassane Ouattara construit en Côte d'Ivoire, y compris avec un gras stade qui ne va pas vraiment servir grand-chose aux Ivoiriens. De la même façon, ce sont les Malgaches qui vont payer les propres payer les infrastructures dont l'administration coloniale avait besoin. C'est quand même assez colossal. Donc, c'est les mêmes méthodes que je suis en train de vous dire. Et du coup, les Malgaches seront endettés comme les Ivoiriens sont endettés à hauteur de 42 000 milliards de dettes. Et c'est pourquoi, dans le destin qui incombe, et c'est pourquoi d'ailleurs nous défendons Laurent Gbagbo, justement, parce que c'est le seul qui a le courage politique de ça. Pourquoi nous défendons Laurent Gbagbo? C'est parce que c'est Laurent Gbagbo qui est capable d'inverser ces perspectives-là. Thiam n'a pas l'étoffe pour pouvoir inverser cette perspective parce que Thiam ne comprend pas grand-chose, à mon humble avis, à l'économie. Il ne connaît que l'économie financiarisée, comme Alassane Ouattara ne connaît que l'économie financiarisée. Mais la vraie économie, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ce qu'on appelle l'économie réelle. Dans une économie réelle, ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont endettés. Et en disant par exemple que Alassane Ouattara est un envahisseur, Alassane Ouattara c'est comme Gallieni à Madagascar, c'est la France qui envahit la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en droit, pour ceux qui ont déjà lu le livre de David Graeber, 5000 ans d'histoire, de revenir sur l'histoire de la dette et de comprendre que, en fait, c'est la France qui doit aux Ivoiriens aujourd'hui pour avoir imposé Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et de ce point de vue-là, le processus de la dette se trouve inversé. Ce ne sont plus les Ivoiriens qui doivent, mais c'est la France qui doit. Et ça va se faire comment? Et ça, c'est pour ça qu'il faut un tribunal pénal international en place. C'est pourquoi nous avons mis en place le tribunal pénal en place. Nous avons demandé aux Ivoiriens de signer cette pétition pour qu'on mette en place le tribunal pénal international. Parce que les crimes ne sont pas seulement les crimes de vie, c'est aussi les crimes dont je suis en train de vous parler tout à l'heure, à l'instant. C'est justement la façon dont vous allez concevoir, ou les Ivoiriens vont concevoir ce qu'on appelle la dette. Donc de ce point de vue-là, moi, je pense que les Ivoiriens doivent demander réparation à la France pour avoir imposé Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Face à l'impunité, la justice. Pour les Ivoiriens, pour les Français et pour tous ceux et celles qui ont vécu en Côte d'Ivoire de 2000 à 2011 et ont été victimes du complot contre Gbagbo et les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a été marquée par des violences qui ont laissé des blessures profondes. Des crimes graves restent impunis. L'impunité nourrit la violence. Pour construire un avenir de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, la justice doit être rendue. Face à l'échec de la Cour pénale internationale, CPI, qui n'a pas pris en compte les acteurs étrangers qui ont participé du malheur des Ivoiriens, des Français et autres, nous demandons la création d'un tribunal pénal international. Ce TPI vise à apporter une véritable réponse juridique à tous les crimes commis en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011, peu importe la nationalité de leurs auteurs. Pour la justice, la vérité, les réparations et pour une réconciliation vraie des Ivoiriens, signons la pétition, elle est totalement gratuite. Votre signature est une voie pour la justice.
Et comme les Malgaches doivent le faire, nous allons bientôt soutenir les Malgaches pour demander réparation, justement, à la France. Comme Haïti demande réparation à la France, donc il y a 3 pays aujourd'hui et à ces pays-là, la France doit réparation. C'est Haïti, c'est la Côte d'Ivoire et c'est Madagascar. Et c'est comme ça que le processus de la dette sera inversé et les Ivoiriens vont se retrouver, pour moi, à ne pas avoir besoin de rembourser la dette de 42 000 milliards quand la Sandra a pris à contracter, parce que justement, et je rappelle que la dette n'est pas obligatoire. En économie, la dette n'est pas obligatoire. D'ailleurs, l'économie étant liée à la dette, tous ceux qui connaissent les économies palatiales dans les théocraties moyen-orientales, régulièrement, on abolissait les dettes. C'est d'ailleurs l'abolition de la dette qui a entraîné l'avènement de la démocratie avec Solon en 594 avant Jésus-Christ, abolition de la dette que le philosophe Aristote appelle la sisachtie. C'est très important de pouvoir comprendre. Et d'ailleurs, il faut comprendre ceci, qu'en 1948, les Alliés ont dû annuler les dettes de l'Allemagne. Donc, on peut annuler la dette et ça va rien faire. Les Ivoiriens peuvent décider de ne pas payer ou de ne pas rembourser la dette quand la Sandra a contracté et ça ne va rien changer au destin de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, à mon humble avis, la seule personne qui a ce courage politique, ce n'est pas Thiam, c'est Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi je pense que le choix de Laurent Gbagbo aujourd'hui, ce n'est pas un choix de parti politique, c'est un choix de destin, de souveraineté, de dire aujourd'hui nous voulons que notre pays nous appartienne et qu'il n'appartienne à personne d'autre. Et ce que je viens de vous expliquer, ce Laurent Gbagbo est capable de dire, de proposer un référendum par exemple aux Ivoiriens, est-ce que vous voulez qu'on rembourse la dette que Alassane Ouattara a contractée contre la Côte d'Ivoire. Je rappelle que Thomas Sankara, quand il avait changé le nom de la Haute-Volta en Burkina Faso, il avait décidé que le Burkina Faso ne devait rien à la France, puisque c'est la Haute-Volta qui devait quelque chose à la France. Donc, la dette ne peut pas tuer quelqu'un. On peut abolir les dettes, c'est quelque chose qui est tout à fait courant depuis l'Antiquité dans l'économie. Donc voilà ce que je voulais expliquer. Donc, comprendre Alassane Ouattara comme ça, quand vous comprenez comme ça, ce qui reste aux Ivoiriens, après avoir compris Alassane Ouattara de cette façon, comme nous l'avons compris, et c'est pourquoi d'ailleurs nous voulons, c'est de mettre en place un protocole d'accord. Aujourd'hui, après la confirmation par la CEI que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, ce qui reste aux Ivoiriens, c'est de proposer un protocole d'accord. Ça s'est fait dans les protocoles d'accord transactionnels dans les business. Et je m'explique très bien pour qu'on puisse me comprendre. Aujourd'hui, dans ce protocole d'accord que l'opposition ivoirienne doit mettre en place, ça doit être inspiré de ce que dit Machiavel. Et que dit Machiavel? Machiavel dit qu'il y a 2 façons de combattre. L'une avec la loi, l'autre avec la force. Alassane Ouattara, pour arriver au pouvoir, il est arrivé par la force, application de Machiavel. D'abord, il y a eu la rébellion qu'il a soutenue en 2002. Il y a eu les accords de l'Inas Makosis où on a contraint même Laurent Gbagbo jusqu'à vouloir choisir Dagri Diabaté comme Premier ministre. Il y a eu les bombardements de Boaké. Il y a eu le bombardement de la résidence de Laurent Gbagbo par Nicolas Sarkozy. Donc, il est arrivé au pouvoir par la force. Application de Machiavel. Et quand il arrive au pouvoir maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la loi. Donc, comme je l'ai dit, je répète la phrase de Machiavel, c'est très intéressant. Il y a 2 façons de combattre, l'une par la loi, l'une avec les lois et l'autre avec la force. Donc, il a utilisé la force pour arriver au pouvoir. Une fois au pouvoir, il utilise les lois, il instrumentalise les lois. C'est d'ailleurs là où Samba David était d'accord avec nous. Donc, il instrumentalise les lois pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, de ce point de vue-là, quel reste-t-il à l'opposition ivoirienne? Quel reste-t-il aux Ivoiriens? Les Ivoiriens, il ne vous reste que la force. Et quand vous regardez le paysage politique ivoirien aujourd'hui, les Ivoiriens ont la force de leur côté. Ils ont la force de leur côté. Ouattara n'a que l'instrumentalisation des lois. Et il fait des lois sur mesure, il utilise les lois, alors que la loi doit être impersonnelle, il a une justice aux ordres. Donc les Ivoiriens n'ont pas les lois de leur côté. Ça, ils doivent le comprendre. Donc, de ce point de vue-là, vous ne devez pas traiter Ouattara comme un homme normal, parce que ce n'est pas un homme normal, parce que c'est un homme qui agit hors du cadre légal et institutionnel. Donc, un homme qui agit hors du cadre légal et institutionnel, vous ne pouvez pas le traiter comme une personne normale qui agit dans le cadre strict institutionnel et légal. Donc, que reste-t-il aux Ivoiriens face à un individu qui agit dans un cadre hors légalité et hors institution? Il ne reste que la force. Et quand je dis la force, je ne dis pas la violence, nécessairement. Je ne dis pas la violence et j'ajoute l'adverbe nécessairement. C'est très important parce que les mots, pour moi, sont très importants. Et donc, les Ivoiriens n'ont que la force. L'opposition n'a que la force, aujourd'hui. Contre un homme qui agit, et je répète, hors cadre institutionnel et légal, il ne reste que la force. Ça, c'est ce que Nicolas Machiavel propose. Et comme les Ivoiriens et l'opposition ont la force de leur côté, et Alassane Ouattara n'a que ses institutions à lui et ses lois à lui de son côté, donc du coup, le jour où les Ivoiriens,
Parce que ceux qui ont la force, ce sont ceux qui ont le pouvoir, en vérité. Le jour que les Ivoiriens voudraient qu'Alassane Ouattara parte, il s'en ira. Donc, en attendant, il faut proposer un protocole d'accord, comme on le fait dans ce qu'on appelle les protocoles d'accord transactionnels, où les deux parties, en préambule, discutent de concessions à faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent proposer à Alassane Ouattara, à mon humble avis? Ils doivent lui proposer, dans ce protocole-là, de ne pas se présenter pour un quatrième mandat. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas dire qu'il faut qu'Alassane Ouattara parte au pouvoir. Alassane Ouattara n'est pas un homme qui doit faire un quatrième mandat. Aujourd'hui, après avoir, jusqu'au moment jusqu'à ce que la CEI ne confirme sa décision, on pouvait toujours dire qu'une élection inclusive avec lui à la baguette. Mais, vu ce qui vient de se passer, à mon humble avis, la meilleure attitude, c'est quand on lit Machiavel, et que comme la force est du côté de l'opposition ivoirienne et des Ivoiriens majorité, proposer à Alassane Ouattara, désormais, mettre pression sur lui, parce que jusque-là, c'est lui qui fait les règles, qui fixe les règles du jeu. Il est temps de fixer les règles du jeu de ceux qui ont la force. Et pour cela, il faut lui demander de ne pas se présenter pour un quatrième mandat. Il quitte le pouvoir, donc il se met au service de la justice. Ça, c'est très important parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé dans les événements ivoiriens depuis 2000 jusqu'à nos jours. Une fois que et ensuite, l'opposition et le peuple ivoirien qui a la force de son côté va faire une concession. C'est-à-dire, si Alassane Ouattara craint que les nouvelles autorités ivoiriennes qui vont venir vont le juger et ces nouvelles autorités ne seront pas impartiales, les Ivoiriens peuvent proposer une cour africaine de justice. C'est-à-dire qu'il soit jugé devant la Cour africaine de justice pour garantir un procès équitable et impartial. Ça, c'est ce que les Ivoiriens doivent concéder dans ce protocole d'accord transactionnel. Et deuxièmement, au cas où il était condamné, s'il ne veut pas faire la prison ivoirienne, les Ivoiriens encore peuvent aller plus loin dans ce protocole d'accord transactionnel, qu'il fasse la prison dans un pays africain de son choix. Je dis bien un pays africain, pas européen, un pays africain de son choix. Et donc, pour moi, c'est le protocole d'accord transactionnel aujourd'hui que l'opposition ivoirienne avec le peuple ivoirien doit mettre sur la table et le proposer à Alassane Ouattara. Et pour moi, c'est ce qui reste. Après, Alassane Ouattara ne connaît pas la dénonciation parce que c'est pas un homme normal, ainsi que je voulais analyser. Et donc, je voulais à Nupol, comme nous penchons sur l'affaire ivoirienne et comme nous n'avons pas la langue de bois, nous avons pensé qu'il était utile que nous livrons notre analyse aux Ivoiriens à l'aune donc des événements récents qui se sont passés. En attendant d'écouter ce que les acteurs politiques ivoiriens vont dire et nous avons l'oreille ouverte, étendue, bien évidemment vers la Côte d'Ivoire.